Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec en confinement. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Gervais et puis Fernando Balthazar de la distillerie Les Subversifs à Sorel. Bonjour les gars. Oui, bonjour, ça va? Oui, très bien, vous autres aussi? Oui, très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette aventure-là? Bien, ça fait, écoute, je ne me trompe pas, là, ça fait 10 ans. Là. On était, dans le fond, on était la première la première micro-distillerie qui s'est dédiée qu'aux spiritueux. Là. Il y avait Michel Chaudouin qui est quelqu'un plus au niveau de la pomme, là, qui faisait déjà, il y avait un alambic puis distillé, là. Mais c'était pas juste une micro-distillerie, là. C'était plus une cidrerie au départ. Et nous, on a été comme la première micro-distillerie à ouvrir au Québec il y a 10 ans. Donc, le premier gin micro-distillé au Québec, là, dans le temps, c'était le Piguet Henricus, là, que le monde appelait le gin au pané, là, qui maintenant est devenu le Marie-Victorin, là, le gin Marie-Victorin, qui est le même gin, dans le fond. Donc, c'était le premier gin micro-distillé au Québec, là. OK. Puis il y a 10 ans, c'était pas les mêmes lois, c'était pas les mêmes affaires. Ça a-tu été compliqué à démarrer, la première? Ouais, dans le fond, ça a juste été plus long. Aujourd'hui, tous les délais sont raccourcis un petit peu parce que maintenant, on est rendu sur 80 distilleries. Peut-être pas tant, là, mais je pense qu'on a passé les normes de 50, ça, c'est sûr. Là. Puis, dans le temps, on va juste avoir le permis de la RACJ, ça pouvait prendre 18 mois. Puis pour avoir ton permis, bien, il faut déjà que tu aies ton local, il faut déjà que tu sois en installation, il faut déjà fait que c'est très, très, très long. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus rapidement que ça. Fait que c'est sûr que il a tout fallu faire les premières étapes plus compliquées, plus longues. Aussi, faire approuver les produits à SAQ, c'était plus long. Il fallait passer par un panel de décision, ainsi de suite, de dégustation, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, bien, les produits sont presque tous automatiquement acceptés à la SAC. Donc, c'est tout ça qui... tout était plus long un petit peu à ce niveau-là, justement. Sur la SAQ, je pense, à ce niveau-là, puis la SAQ n'était pas prête encore aux produits du Québec. Là. Donc, il n'y avait pas encore l'engouement des produits du Québec là, à la SAQ. Donc, les produits du Québec étaient presque inexistants à la SAQ là, à ce moment-là. Donc, dans le fond, c'était leur convaincre là, que nos produits étaient vendables, là, puis qu'ils allaient se vendre. Là. Donc, c'était un petit peu ça le défi. Là. Donc, il fallait commencer, dans le fond, en commande privée, puis leur prouver en commande privée qu'on était capable de vendre. Donc, ce qui n'est pas évident là, en commande privée parce que en commande privée, il fallait vendre à la caisse les produits. Donc, les particuliers, les particuliers, il fallait cacher dans la caisse, puis ils se partagent finalement la caisse ces produits. Donc, mais c'est ça, c'était le défi au début de l'aventure. Ouais, une caisse de vin, ça se pas bien, mais une caisse de gin, c'est d'autres choses. Là, t'en as pour longtemps. C'est ça. C'est pour ça qu'on faisait des caisses de 6 au début. Là. OK. Là, vous êtes installé à Sorel. Avez-vous toujours été dans ces locaux-là? Est-ce que vous êtes dans une belle grosse église, les photos que j'ai vues? Dans le fond, on était à Saint-Alexandre, dans le coin de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, qui était plus dans un rang à la campagne. Là. On n'avait même pas on n'était pas capable d'avoir de l'Internet. Là, c'était difficile à travailler sur place là-bas à cause de ça. Là. Donc, on était un peu partagés entre chez nous pour le travail plus sur l'ordinateur, tout ça, puis à la distillerie quand il fallait distiller là, pour la production. Là. Donc, puis on voulait vraiment être plus urbain, mais c'est très difficile d'avoir la permission des villes de s'installer dans des zones plus commerciales ou résidentielles à cause de notre permis d'industriel lourd. Donc, il n'y a pas de ville qui a accepté. Là, toutes les villes qu'on avait contactées, là, Longueuil, tout ça, là, ils n'ont jamais voulu qu'on s'installe dans une zone autre que dans une zone industrielle. Puis nous, on ne voulait pas parce qu'on trouvait qu'une micro-distillerie, justement, c'était bien de l'avoir carrément en milieu urbain. Là.
Donc, quand on a vu à Sorel l'église à vendre, puis on a rencontré le maire, M. Péloquin, puis bon, il y avait une ouverture à demander une dérogation au niveau du zonage là, pour nous permettre d'être en milieu urbain. Là. Avec en plus un bâtiment comme l'église, c'est génial. Oui, puis c'est ça, c'est qu'il y a juste 2 catégories pour l'instant de permis, c'est soit industriel ou artisanal. Mais artisanal, il faut que tu produises, mettons, comme les Michel Jodoin, il faut que tu aies tes pommes ou ton raisin, il faut que tu aies tout toi-même pour être micro. Sinon, c'est industriel. Puis quand tu arrives avec ton permis industriel dans un village, dans une ville, mais non, la zone industrielle, c'est là-bas, allez-vous-en. C'est ça qui n'était pas facile pour vous autres. C'est ça. C'est moins intéressant là, dans une zone industrielle. Mais il y avait aussi la question, là, il y a les 2 permis. L'artisanal, le problème de l'artisanal, c'est qu'il nous restreint, dans le fond. Okay. Parce que toutes les matières premières doivent provenir de la terre, des outés. Là. Donc, tu dois produire les matières premières. La distillerie doit produire ses propres matières premières, mais c'est rare, c'est rare que la matière première n'est pas associée aux céréales. C'est ça l'affaire dans le permis artisanal. En plus, les céréales ne font pas partie du permis artisanal. C'est juste les fruits, les petits fruits. Donc, c'est comme une contradiction parce qu'il faudrait que tout ton alcool soit fait soit à partir de la pomme, la plupart du temps, là, c'est la pomme ou le raisin, là, si on veut, là. Mais la plupart des alcools sont faits beaucoup avec les céréales. Donc, il y a une contradiction dans ça. Fait que ça va peut-être évoluer aussi avec les années. Là. Ils vont peut-être ouvrir une espèce d'entre-deux pour dire, ben oui, vous êtes tout petit, vous êtes des petites installations, vous démarrez, mais vous avez le permis entre deux, vous n'êtes pas encore un industriel qui fait tout. Là. On ne comprend pas trop pourquoi, là, dans le fond, parce que dans le fond, on a restreint les agriculteurs qui cultivent des céréales. Là, dans le fond, ils n'ont pas le droit de produire de l'alcool au niveau artisanal. Donc, le premier, ça a été le Pigeon Ricus. Oui. Puis, c'est quand vous avez décidé de faire le changement de branding, de nom, puis tout ça? Comment ça s'est passé, la réflexion? Bien, c'était aussi, on voulait comme plus mettre de l'avant le nom Les Subversifs aussi. On voulait mettre de l'avant l'activité subversive, ainsi de suite, de tout ça. Puis, c'est parce qu'aussi, à un moment donné, tous les autres produits sortaient sous Pierre Henricus, qui ne faisait plus vraiment de sens. Comme là, on était rendu avec le réduit Pierre Henricus, on était rendu avec la crème d'amande Pierre Henricus, mais ça ne fonctionnait pas vraiment. Même du monde pensait que la crème d'amande était faite à base de gin. Donc, on a décidé de prendre un virage, un gros virage à ce moment-là. Mais dans le fond, pour faire honneur un petit peu au nom, pourquoi qu'on a choisi d'appeler la distillerie les Subversifs. Là, au départ, c'était pas ça. Au départ, on avait pris comme Latitude 45. Là, on s'est rendu compte que ça a été tellement difficile d'ouvrir les portes et les barrières là, face à l'alcool au Québec, là, avec toutes ces lois et ces règlements. Puis on s'est dit, mais les noms des subversifs, là, c'est plus approprié là, à ce moment-là. Puis là, on s'est dit, mais tant qu'être subversif, mais on va prendre des personnages qui ont été dans l'histoire du Québec. Là, et des personnages qui sont la plupart méconnus ou peu connus. Là. Il y a Marie-Victorin qui est le plus connu dans la gang, mais tous les autres, c'est des personnages qu'on voulait mettre de l'avant des gens qui, dans l'histoire, ont été importants, mais qui n'ont pas eu finalement leur moment de gloire. C'est pour ça qu'on est allé chercher des personnages. Puis souvent, la plupart du temps, c'était plus des femmes qui n'ont pas été vraiment, ont été oubliées dans l'histoire. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu plus de personnages féminins d'autres masculins dans les personnages subversifs. Donc, c'est ça. Vous avez le Marie-Victorin, le gin. Il y a Panet, mais il y a-t-il d'autres choses qui ressortent? Comment vous l'écriveriez? À la base, c'est ça. C'est qu'on cherchait une recette particulière au tout début. Puis, donc, on a parti d'une base de gin avec fait notre recette nous-mêmes, de trouver toutes les botaniques, ainsi de suite, avec plusieurs essais, plusieurs erreurs. Pour, après ça, arriver avec Patrice Fortier de la Société des plantes de Kamouraska nous est arrivé avec l'idée d'incorporer le panais dedans. Parce que la molécule de panais et de baie de Genièvre se mariaient bien ensemble. C'est comme ça qu'on est arrivé avec ce produit-là.
fait de cette façon-là. Mais c'est sûr, à la base, on a fait un gin que nous, on aime. Puis après ça, bon, il a incorporé un petit élément additionnel là, qui venait juste comme finaliser la... Additionnel, puis encore là, en plus, subversif, là, parce que dans le gin, c'est rare qu'on utilise un légume là, dans les ingrédients aromatiques. Là, donc, tout nouveau de cet été ou qui s'en vient, là, il n'est peut-être pas encore en sac, mais là, vous avez votre gin tonic prêt à boire au Méditerranéen. Dans le fond, là, il manque les tops là, de la canette, là, mais la canette, c'est le Marivic. C'est pas le Marivic. OK, Marivic. Marivic, là, puis là, on revient vraiment à force avec les panés. OK. C'est notre marque de commerce, dans le fond. Là, donc, c'est un peu ça qui s'en vient. Là. Et puis, le deuxième produit que vous avez sorti, c'était le Réduit Léo, à Star qui s'appelle Réduit Léo. Ça vient aussi de ce qui se passait dans le temps. Là. Le gin, il servait beaucoup au réduit dans les cabanes à sucre et tout ça. Fait que, parle-moi d'où vous est venue l'idée puis votre recette, là, comment vous l'avez élaborée un peu. Ben, c'est pas mal ça. C'est que l'idée vient de la base. À la cabane à sucre, on mettait du gin dans le réduit. Puis on s'est dit, bon, ça serait intéressant. Il n'y a rien qui existait de similaire à ça en succursale SAQ. Donc, on a dit, ben, nous, on va en faire un qui est prêt à boire. Fait que ça a été de faire des essais, justement, là, arriver à c'est quoi le bon taux d'alcool, c'est quoi le bon taux de l'équilibre de sucre, puis il n'y a pas de sucre autre que vraiment l'érable là-dedans. Donc, c'est ça qui fait aussi toute sa subtilité, puis qui reste encore avec le petit goût de gin. Puis, parce que souvent, bon, après, on peut pas... Quand on commence une distillerie, normalement, là, on n'a pas d'argent. On met tout l'argent dans la machine qu'on voit derrière, là, l'alambic, l'installation. Là, on n'a pas l'argent pour faire vieillir des alcools. Donc, c'est pour ça que toutes les micro-distilleries commencent avec un gin. Parce qu'un gin, on n'a pas besoin de le faire vieillir. Puis en plus, on peut donner vraiment notre caractère dans le gin. C'est qu'on ne peut pas faire avec une vodka dans le fond. Parce que la vodka, il n'y a pas de caractère dans la vodka. Donc, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de couleur. Donc, c'est pas là qu'on peut vraiment donner notre touche à nous. Là, donc, après le gin, c'est toujours la question quel produit on va mettre sur le marché. Là. Toujours dans la question qu'on n'a pas d'argent pour faire vieillir, il faut qu'il soit en bouteille. Puis, on s'est dit, mais pas sortir un alcool pour sortir un alcool, mais on va aller essayer de trouver quelque chose qui soit, on va dans les traditions, puis dans les traditions du Québec, dans le fond, dans les traditions familiales des cabanes à sucre, qui avait ce mélange des sirops d'érable et alcool. La plupart du temps, c'est associé avec du gin, du décaipeur, là, dans le temps. Là. Puis on s'est dit, pourquoi pas le mettre en bouteille? Là, parce qu'on s'est rendu compte que les cabanes à sucre, ils prenaient chaud, mais il était aussi bon température pièce que froid ou sur glace ou mélangé avec du citron ou le prendre comme un petit ponce avant de se coucher le soir. Là, donc, c'est vraiment un produit génial. Là. Puis c'est ça, c'est que c'est prêt à boire. Tu n'as pas à toi te casser la tête à mesure à faire des dosages, puis tout, il arrive, il est prêt. Ouais. Non, ben, ça ne paraît pas, mais quand tu essaies de le faire toi-même, dans le fond, si le dosage n'est pas bon, mais tu n'auras vraiment pas le même résultat. Là. On a fait beaucoup de tests là, au niveau du sirop et tout, là, pour arriver vraiment à... Puis après, vous avez sorti aussi Irma, la vodka. Non, est venue la crème de menthe avant, par contre. La crème de menthe, hein, je pense. Ouais. Irma, okay. Ouais, c'est ça. Encore là, la crème de menthe, c'est quelque chose qui est si on veut, dans la tête de tout le monde. Là, tout le monde a entendu parler ou il a vu une crème de menthe à Noël, à quelque part, dans le bar de ses grands-parents, de ses parents. Là. La crème de menthe fait partie comme du Québec. Là, donc, on s'est dit pourquoi pas essayer de ramener la crème de menthe, là, de lui donner un deuxième souffle là, en la faisant d'une façon naturelle. Tout le monde nous regardait un peu bizarre là, quand on a dit... Comme quand on a commencé avec le gin aussi. On se faisait tout le temps dire « Pourquoi vous faites ça? Personne ne boit ça du gin. » C'est ça. Mais c'est vrai, quand on avait commencé le gin, les gins n'étaient pas encore populaires. Donc, ça commençait. Aujourd'hui, la crème de menthe, c'est la même chose. On dirait que les gens ils avaient peur de dire qu'ils aimaient la crème de menthe. Oui, c'est ça. C'était un drink de ma tante, un drink de grand-mère ou quelque chose comme ça. Puis c'était pas un vent de jeunesse comme qu'elle a là.
c'est pas tout le monde qui avait eu une belle expérience. Puis ceux qui aimaient la crème de menthe, parce qu'il y avait quand même, au niveau des ventes à la SAQ, là, c'était quand même 5-6 millions de ventes par année de crème de menthe. Donc, il y avait quand même des buveurs de crème de menthe, même si personne disait vraiment qu'il aimait la crème de menthe. Donc, on s'est dit, pourquoi pas aller ranimer cette flamme de la crème de menthe. Puis, ça a été vraiment, là, aujourd'hui, c'est notre produit des plus vendus. Là. Oui, parce que la plupart ont changé les marques qu'on avait avant pour la Isabelle dans leur bar. Là. Il n'y avait plus grand-chose à la SAQ en crème de menthe. Puis, il y avait la Meager puis la Kruger. Là, donc, il y en avait deux marques. C'est tout. Là. Fait que là, c'est ça, ça ouvre les choix. Au moins, les gens peuvent décider par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent boire. Oui, on dirait que les gens sont en train de sortir du placard là, pour la crème de menthe. Fait que là, pas dans l'ordre, mais après, il n'y a pas longtemps, vous avez sorti la verte aussi, parce qu'Isabelle est blanche. Puis la verte, c'est quoi la différence? C'est pas juste la couleur, là, c'est les saveurs de la sorte de menthe aussi? Oui, on met dans celui-là, on met du thé du Labrador en plus dedans, qui vient vraiment faire que c'était un petit peu plus fort, mais que pour que ça soit aussi différenciateur un peu aussi de la blanche. Mais c'est la différence entre les deux. C'est ça. Puis, il y avait un défi aussi, c'est de trouver, pour ça qu'on ne l'a pas sorti tout de suite après la blanche, c'est parce qu'il a fallu faire beaucoup de tests au niveau de la couleur, de trouver, dans le fond, une couleur naturelle. Là. On ne voulait pas aller avec un colorant. Donc, il a fallu faire des tests, savoir si ça allait tenir dans le temps. Là, donc, il fallait laisser ça. Il fallait laisser la bouteille pendant longtemps là, à la lumière, voir l'effet que ça allait donner. Là. Jusqu'à ce qu'on réussisse à trouver une couleur naturelle. Puis la couleur naturelle, sans dire tous les secrets, la couleur naturelle, c'est encore macération de feuilles de menthe ou... Ça vient de la chlorophylle, qui est la chloréphyline. La chloréphyline, dans le fond, là, c'est un dérivé de la chlorophylle qui tient quand même assez longtemps. Là. Il va changer un petit peu, il peut changer un petit peu avec le temps, là, mais légèrement. Là. Donc, ça se fait que la couleur change un petit peu avec le temps, mais ça, on n'a pas le choix. C'est toujours le défi de travailler avec des produits qui sont entièrement naturels. Ça joue dans le temps. C'est ça. Prendre un colorant artificiel, c'est tellement facile. Là. Ouais. Lui, là, tu le mets, puis la couleur elle va rester la même indéfiniment. Là. Mais on essaye des produits, les subversifs, tout ce qui est produit subversif, on essaie d'utiliser des ingrédients, là, de vrais ingrédients. Et puis, celui qui arrive bientôt, c'est une liqueur de thé, c'est ça? Oui. Donc, il y a quelque chose, de trouver quelque chose encore qui n'est pas sur le marché. Il n'y a vraiment pas beaucoup utilisé dans les alcools, c'est le thé. Donc là, ici, on est allé chercher un thé pour un peu relier, là, on parle des extrêmes, là, puis des racines. Là. Là, on parle de l'Abitibi avec l'Argentine. Là, dans le fond, l'Argentine du côté de ma mère, puis l'Abitibi du côté de mon père. Là. Donc, on est allé chercher un thé qui représente un peu le thé sud-américain, qui est le maté. Donc, un maté qui est un peu méconnu ici, mais de plus en plus, il y a des trucs à boire aux États-Unis qui se font avec du maté. Là. Donc, c'est un thé qui est un peu plus amer que les autres thés. Donc, ça relie un peu les deux traditions de l'Argentine. Donc, il va y avoir un petit côté amer de ce thé-là. Puis, vu que c'est une liqueur, j'imagine qu'il y a le côté sucré aussi là, qui vient avec. Oui, mais pas si bien parce que c'est le moins sucré de nos produits, là, quand même. À part du gin, là, que je parle, là. Mais il n'est pas plus sucré, même un petit peu moins sucré que le réduit. Donc, on est allé vraiment légèrement sous le sucre là, pour cette liqueur-là. Donc, puis, on peut se boire encore là, tel quel, avec de la glace ou carrément avec du citron puis de l'eau pétillante là, en été. Là. Okay. Donc, c'est vraiment intéressant comme produit. Puis, on est allé chercher un personnage dans l'histoire du Québec, là, un peu pour aussi démontrer qu'il y avait eu de l'esclavage à Montréal, même si on n'en parle pas beaucoup. Là. Donc, c'est vraiment un esclave noir
qui a été pendu, avait été accusé d'avoir mis le feu à Montréal sans vraiment avoir des preuves réelles. Puis on l'a accusé, on l'a pendu et brûlé. Là. Donc, c'était assez sanguinaire comme sentence. Là. Et puis, à part, c'est ça, l'espèce d'amertume là, qui vient avec, est-ce qu'il y a des arômes qu'on reconnaît et que tu pourrais nous décrire? Là? À quoi qu'on s'attend quand on prend une gorgée d'Angélique? Tu vas avoir vraiment le goût d'un thé. Là. C'est un peu thé glacé, mais thé glacé. Là, plus haut en alcool. C'est ça, parce que c'est vraiment une infusion carrément de thé. Là. Donc, il n'y a pas rien d'autre que vraiment l'infusion du thé. Il y a un peu de racines d'Angélique, évidemment, puis parce qu'il s'appelle aussi en plus des personnages, ça s'appelle Angélique. Là, donc, on a mis un peu d'Angélique dedans aussi. Puis ça, si je ne me trompe pas, la racine d'Angélique, on en retrouve dans à peu près tous les gins. C'est une espèce de fixatif à arômes là, qui aide à garder les arômes dedans. C'est la base première de cette plante-là. Est-ce qu'elle a des arômes aussi ou c'est vraiment juste pour le côté technique? La racine d'Angélique là, est quand même assez aromatique là, puis un peu anesthésiante. Là, quand tu croques dans la racine d'Angélique, là, c'est comme anesthésiant un peu, hein, la langue. Okay. Là, mais il y a vraiment un goût. Là, les Italiens, ils l'utilisaient dans la crème glacée. OK. Ils utilisent l'Angélique justement au niveau de la saveur. Donc, c'est intéressant, mais très peu utilisé dans la cuisine. On ne l'utilise pas au Québec, dans le fond, l'Angélique. Puis là, il y a le lancement bientôt d'Angélique. Est-ce qu'il y a un autre produit là, qui s'en vient que vous êtes déjà... Bien, j'imagine qu'il y en a plusieurs sur lesquels vous travaillez, mais il y en a-t-il un autre qui est sur le bord d'arriver? Puis, tout ce qui est le vieillissement, là, on a des alcools que là, maintenant, on peut se permettre de faire vieillir. On a un peu plus d'argent pour ça, pour pouvoir faire vieillir des alcools. Là. On a du whisky et du gin qui vont s'en venir dans quelques années. Donc, je peux peut-être démontrer des barils qui sont en train, mais c'est du gin et du whisky. Tu vois, là, tous les barils, je ne sais pas si tu les vois, là. Oui. Donc, tout ça, c'est les barils qui sont en train de vieillir. Là, tu as un vue de l'église un peu... c'est beau, hein? Le tour, là, tranquillement, mais et là, tu as l'alambic, là, ici, où on est, là, donc ça, c'est un peu notre lieu de travail, là, ça, c'est la partie plus distillation, vieillissement, là, okay. Puis après ça, on a la partie dans le sous-sol, parce qu'on a un sous-sol quand même de 11 pieds d'eau, okay. Donc toute la partie production, là, se fait dans le sous-sol de l'église. Et puis, ça a dû être tout un casse-tête d'amener une église aux normes pour alimentaires, là. Pas évident, mais c'est ça. C'était surtout par rapport à les incendies. Ça prenait des gicleurs, une porte de garage aussi qui n'était pas nécessairement évident. Il n'y a pas pour avoir un dock, des trucs comme ça, mais ça s'est quand même bien fait. Donc, ça a été plus facile, là. Mais on voulait quand même garder carrément le cachet là, original de l'église. Donc, on n'a pas changé l'extérieur. OK. Et puis là, en regardant autour, vite, j'ai pas vu, est-ce que vous recevez les gens? Est-ce qu'il y a des visites, un petit comptoir où est-ce qu'ils peuvent acheter des produits ou c'est juste pour la production puis vous vendez juste en SAQ? On a une boutique sur place. Je t'avoue que là, avec les COVID-19, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'on va réouvrir pour les visites, là. Mais on faisait les visites sur rendez-vous, là, surtout. Là. Donc, OK. Des groupes de 4-5 personnes. Okay. Fait qu'en temps normal, c'est ça, les gens avaient juste à vous appeler, ils vont sur le site web, ils reçoivent un courriel, quelque chose comme ça, un Messenger, puis ils vous réservent. C'est ça. Donc, c'était plus comme ça qu'on le faisait jusqu'à date. Puis là, cet été, on allait voir, mais là, avec les COVID, on a dit, bon, on va mettre sur la glace encore cet été. Non, c'était intéressant, les gens, d'aller lire aussi sur les personnages qu'on met sur les bouteilles, parce que chaque histoire, c'est très intéressant. C'est ça. Puis sur votre site web, vous avez pas mal l'historique là, de pourquoi vous avez choisi tel personnage. Pas tous là pour l'instant. On est en train de retravailler tout ça. Mais au moins, il y en a 4 sur 6 là, qui sont là. Ouais. Puis les whiskies que vous avez en vieillissement, ça fait
combien de temps qu'ils sont là. Donc, on peut s'attendre à avoir un whisky subversif quand arrivé à peu près? Dans 2 ans et demi. Ouais, nous, on peut faire même peut-être vieillir encore plus longtemps. Ouais. Vu que maintenant, on peut. Fait que ça se peut que ce soit même dans 5-6 ans. On sait pas. Oh, okay, c'est ça. On ne veut pas y aller avec le minimum puis le sortir nécessairement le plus rapidement possible. On va le sortir quand on va juger qu'il est vraiment bon. Là. C'est ça. Donc, la même chose pour les gins. Les gins, on se donne à peu près 5 ans. S'il est très bon avant 5 ans, on va le sortir, mais on ne sortira pas un gin vieilli de 6 mois, là, 1 an. Là. On trouve que c'est pas assez. Les gins, vraiment, j'en ai goûté des gins vieillis de 6 à 12 ans. Là. Il y a vraiment de quoi beaucoup meilleur là, quand il vieillit plus longtemps. Ben, c'est ça, vous avez là un bon roulement avec vos autres produits. Fait qu'au moins, vous attendez pas à peu près cet argent-là pour vivre. Là. Les whiskies peuvent vieillir là, puis le gin aussi. Le vieillissement, ça va être un bonus, même que ça sorte. C'est ça. Puis, tu sais, en plus, on produit, on embouteille ici, puis on produit tout ce qui est les produits des spiritueux d'Iberville. Donc, la marmelade, mielé, tous ces produits-là sont faits chez nous aussi. Là. Donc, ça nous permet aussi une autre entrée de revenus dessus. Un gros merci, messieurs. C'était super intéressant le matin. J'ai hâte d'aller vous voir. Là. Sorel, en plus, mon frère il habite là-bas. Fait que, aussitôt que le déconfinement arrive, je vais pouvoir aller vous voir avec plaisir. Puis même que le vrai show soit reparti, mais on va aller tourner chez vous parce que c'est vraiment superbe à voir. Fait que, avec deux jeunes hommes sympathiques, c'est encore plus le fun. Fait qu'un gros merci de votre temps. T'es gentil. Moi aussi, j'ai allé du blanc ici. Là. Quand on est dans les réunions des micro-distilleries, de toutes les micro-distilleries du Québec, là, on est moi, je suis comme les doyens, là, tu sais. Pas rien que vous avez fait la première crème de menthe, hein? Oui, c'est ça. On a des souvenirs qu'il y en a qui n'ont pas, là, tu sais. Ouais. Ben, c'était vraiment un super matin. Merci, les gars. Merci à toi, hein, Patrick. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment cool, les gars. Merci. Merci à toi. Bye bye.